Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la nouvelle forme que va prendre 2D6 plus le bullshit et je lui ai enfin trouvé un nom un peu plus stylé. C'est 2D6 plus deeds. Je suis désolé, je n'ai pas réussi à me défaire d'un terme anglophone encore une fois. Je trouve que c'est stylé, c'est tout. C'est tout. 2D6 plus deeds, c'est un proto, donc un proto-jeu. C'est un jeu maison, vous voyez, c'est pas un truc hyper formalisé et tout. Qui fait suite à 2D6 plus bullshit, donc je vous ai parlé en long et en large, et récemment je vous ai fait des vidéos pour vous expliquer les trucs qui me gênaient dans la manière dont j'avais formalisé justement 2D6 plus bullshit, et donc là, je l'ai transformé. Donc je vais commencer par vous présenter mes intentions, et ensuite je vais vous montrer vraiment le PDF de 3 pages, et vous expliquer, ça va être assez long, parce que je vais vraiment vous expliquer étape par étape pourquoi j'ai fait tel ou tel choix, ce que j'espère que ça va provoquer en jeu, et on parle bien d'espérance parce que j'ai pas encore testé, donc très certainement que ça va évoluer avec la pratique, que je vais me rendre compte que ce jeu il peut faire des trucs et qu'il y en a d'autres qui fait mal, certains qui fait bien, peut-être j'ajouterai des règles, peut-être je changerai pas les règles, je sais pas, il va évoluer, et puis c'est un jeu, encore une fois, maison pour jouer un peu comme ça, quoi. Mais l'intention, tout d'abord. Donc l'intention, c'est toujours la même que 2D6 plus bullshit, grosso modo, c'est de faire un jeu assez cinématique, où en fait, la difficulté des actions qu'on essaie de réaliser, elle est déterminée principalement par qui est le personnage qui est à l'écran. C'est ça le côté cinématique. Au cinéma, on se demande pas toujours tellement est-ce que la tâche en soi, elle est difficile. Quelles sont les capacités du personnage en termes de sa, je sais pas, sa masse musculaire, j'en sais rien et tout. Non, on comprend un personnage via ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'au cinéma, il y a pas, on ne vous montre pas la fiche de personnage avant que le film commence. C'est au fur et à mesure que le personnage entreprend des actions que on sait si il a des chances de réussite ou d'échec, plus ou moins. Par rapport aux scènes que le personnage joue, ça le définit, et c'est comme ça qu'on comprend de mieux en mieux le personnage. Donc j'essaye d'émuler un petit peu ça. Et le deuxième truc que j'essaye d'émuler aussi, qui est aussi assez cinématique, c'est le fait que la difficulté de certaines tâches relève pas toujours, encore une fois, comme au cinéma, de leur difficulté objective, mais parfois des tropes. C'est-à-dire qu'il y a certains personnages, ils doutent à un moment donné, ils ont quelques faiblesses, ils ont des peurs, des trucs comme ça, qui sont mises en avant. Les personnages parfois posent des questions, ont un thème qui est mis en avant, et on sait généralement que par exemple, dans un film où il y a une rivalité par exemple entre deux personnages, il est fort probable que pendant un très long arc de l'histoire qui va être racontée, le personnage qui essaye de battre son rival, peu importe qu'objectivement il soit aussi fort ou qu'il ait un coup de chance, etc., on sait, c'est un attendu un petit peu, qu'il ait des difficultés face à ce personnage spécifiquement, alors qu'un autre personnage peut-être à peu près aussi fort en réalité, il va le battre dans un épisode filler. Enfin, vous voyez ce délire-là. En fait, je voulais que les règles représentent bien ce côté, le personnage se bat un peu contre lui-même. Donc vous allez voir que la difficulté des GD dépend aussi un petit peu du personnage plus que de ce qu'il a en face de lui. En tout cas, c'est pris en compte dans une certaine mesure. Donc voilà un petit peu l'idée. C'est basé sur une certaine forme d'arbitrage comme 2D6 plus bullshit, mais qui est un peu plus pondéré qu'avant, dans le sens où une bonne partie des règles dépend, et des difficultés que vous allez rencontrer, dépend de ce que votre personnage a fait par le passé. Il a comme une sorte de progression organique, un petit peu comme dans certains jeux vidéo, où plus vous faites un truc, plus vous devenez fort dedans. Mais pas aussi mécanisé. C'est pas comme Skyrim où je tape 200 fois à l'épée et je grimpe. C'est plutôt, en fonction de mes expériences passées, ouais, je vais avoir potentiellement des bonus. Donc on va voir tout ça. Dans l'ordre, on a les lancers de dés, la progression du personnage, créer son personnage. C'est en 3 pages. Donc on va tout de suite zoomer sur les lancers de dés parce que c'est ça qui change le plus par rapport à 2D6 plus bullshit. Et puis c'est le cœur du jeu. Donc une action qu'on entreprend, un jet de dés à un moment où il y a du drame, etc. D'ailleurs c'est pas hyper défini, encore une fois c'est une sorte de proto, et puis finalement ça aussi, pour moi ça fait un peu partie de l'arbitrage, le MJ décide quand il fait lancer les dés. J'ai pas envie de mettre trop de conditions, de déclencheurs, etc. C'est quelque chose que j'aime pas trop dans les PBTA. Faire qu'on jette les dés que au moment où c'est dramatique. Bref, quand on pense que c'est nécessaire de lancer les dés, voilà comment ça se passe. La première chose qu'on va faire, c'est que le MJ va décrire la situation et le joueur, il va décrire comment son personnage tente de surmonter cette situation. Voilà, comme ça on a une idée de qu'est-ce qui va se passer. À partir de ce moment-là, le MJ va expliciter la dangerosité de la situation. Là, il a toute sa marge d'appréciation, le MJ en l'occurrence, de décider la dangerosité de l'action que le personnage entreprend, les conséquences qu'il encourt. Donc c'est un premier moyen assez fort pour le MJ de pondérer en l'occurrence. Là, il y a vraiment de l'arbitrage pur et dur. Alors évidemment, il faut que ça colle avec la fiction. Tu es face à un bandit. Ok, tu veux te battre avec lui. Je sais, je prends toujours des exemples de combat. Désolé, c'est une déformation rôlistique. Tu es face à un bandit, tu décides de l'attaquer.
on va jeter les dés, en un seul jet de dés, on va résoudre le combat. Le risque que tu prends, c'est qu'il te fasse une blessure sévère. Une autre scène, un peu plus tard, si je veux augmenter l'intensité dramatique en tant que MJ, je peux tout à fait dire, ce jet de dés, il va déterminer lequel d'entre vous va mourir. Je peux, potentiellement. Je peux vraiment choisir la puissance de l'enjeu, sachant que mon joueur peut toujours se retirer de cette action, décider de ne pas faire cette action s'il considère que l'enjeu que j'ai posé en tant que MJ est trop grand. Donc j'ai vraiment le contrôle de l'enjeu en l'occurrence. L'intérêt, c'est que c'est la principale mécanique en fait pour pondérer la tension dans le jeu. C'est vraiment celle-là. Donc là, c'est du pur arbitrage, ça plaît pas, je m'en fiche. Ça prend 2 secondes, hein. C'est vraiment, ok, le bandit s'apprête à te frapper avec son poignard, qu'est-ce que tu fais? Il fonce vers toi. Je dégaine mon épée, j'essaie de me défendre. Ok, on va régler ce combat en un seul jet de dés. Soit tu le bats et t'es blessé, soit t'es mort. Donc là, on serait dans un jeu très très gritty, on est d'accord. Donc là, je vous renvoie à ma vidéo sur le canon esthétique pour, doser la dangerosité. Une fois qu'on a fait ce petit échange rapide, c'est là que la mécanique s'enclenche vraiment. Le joueur, et d'ailleurs je ne l'ai pas précisé sur le PDF, mais dans l'idée ça va plutôt être le joueur, va répondre à 3 questions, très très rapidement. C'est lui qui va décider de ses bonus, mais en faisant appel à son bon sens à lui. Il va arbitrer avec son bon sens et de toute l'histoire, toute la manière dont on a présenté l'histoire jusqu'à maintenant. Il va se poser la question, est-ce que je suis dans une position avantageuse? Est-ce que j'ai des capacités pertinentes? Et est-ce que j'ai un précédent pertinent? Chacune de ces questions, si elle a une réponse positive, lui apportera +1. C'est non cumulable, c'est-à-dire que si j'ai plusieurs capacités pertinentes, j'ai pas plusieurs +1. Si je considère qu'il y a plusieurs facteurs qui font que je suis dans une position avantageuse, j'ai pas plusieurs +1, etc., etc. Je vais juste considérer, est-ce que je suis plutôt dans une position avantageuse, plutôt désavantageuse? Est-ce que j'ai plutôt des capacités qui devraient m'aider, ou mes capacités sont pas vraiment pertinentes en l'occurrence? Et est-ce que j'ai un précédent pertinent? Est-ce que j'ai pas un précédent pertinent? On revient à la notion de précédent dans quelques minutes. C'est le cœur du jeu, c'est un peu sa spécificité. Donc, si on reprend l'exemple de ma scène, là, on pourrait dire qu'il n'y a pas vraiment de position avantageuse, désavantageuse, c'est vraiment un combat face à face, donc pas de +1. Le PJ a-t-il des capacités pertinentes? Disons que c'est Jasquier, donc il n'a pas de +1. Jasquier, c'est pas un combattant, c'est pas spécifiquement un combattant, son rôle, son personnage, c'est pas un combattant, donc il n'a pas +1. Est-ce qu'il a un précédent pertinent? Là, on arrive à un truc assez intéressant. En fait, la question, est-ce que j'ai un précédent pertinent, c'est est-ce que dans le passé de mon personnage ou durant la campagne, donc ça c'est mon passé, si on est à la session 1, c'est le background, et plus on avance dans les sessions précédentes deviennent le passé, vous comprenez? Dans ce background et dans les sessions qu'on va jouer, au fur et à mesure sur la feuille de personnage, on va venir écrire des précédents. Il y a une place pour ça sur la fiche de personnage. Des précédents, c'est quoi? C'est des accomplissements qui sont considérés comme importants par le joueur en l'occurrence, parce que c'est lui qui choisit les précédents qu'il écrit sur sa feuille. Donc tout le passé de mon personnage n'est pas considéré comme un précédent, d'accord? C'est que ce qui est sur la feuille, ce qui a été formalisé, et c'est au joueur de décider quelle scène passée lui semble être un vrai accomplissement dans lequel son personnage a appris quelque chose qui pourra lui servir par la suite. C'est une manière de marquer d'une croix rouge que dans cette situation, mon personnage s'en est sorti. Donc admettons, si on reprend l'exemple, Jasquier n'est pas en position avantageuse, il n'a pas de capacité particulière. Par contre, dans un des épisodes précédents, il avait réussi à vaincre un bandit en 1v1, malgré le fait qu'il soit pas un combattant, etc. Il a déjà il s'est déjà retrouvé dans cette situation et il s'en est sorti la dragée haute. Et donc il a écrit sur sa fiche, dans ses précédents, j'ai battu un brigand en 1v1 lors du cambriolage du manoir du comte Rongard. Voilà, c'est un de ses précédents. On note des sortes de hauts faits, des accomplissements de notre personnage. Donc là, en l'occurrence, il a déjà battu un bandit comme ça, etc. Donc il a +1 au final. Parce qu'il a répondu oui à la question, ai-je un précédent pertinent? Ensuite, on passe à la deuxième liste de 3 questions. C'est l'épreuve est-elle inédite? L'épreuve challenge-t-elle les enjeux du personnage? Et y a-t-il un état négatif pour le personnage? Donc là, c'est plutôt des questions où c'est le MJ qui va avoir un petit peu plus le contrôle en l'occurrence. Donc la première question, c'est l'épreuve est-elle inédite? Donc inédite, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est par exemple la première fois que vous affrontez une personne particulière, un PNJ nommé. Si vous combattez, dans le même exemple, le brigand Jean-Paul la dernière fois dont on n'a même pas décidé d'un nom et qu'ensuite vous combattez Bertrand, c'est pas inédit parce que juste ils ont pas le même prénom. Mais si la dernière fois j'ai combattu un brigand et que cette fois-ci je combats un garde et que c'est la première fois de ma vie que j'affronte un garde en armure lourde, etc., c'est inédit, c'est du jamais vu pour l'instant dans la fiction qu'on a faite. Donc voilà, il y a un peu de pondération il y a une marge d'appréciation un peu là-dedans. Et ce qu'il est important de retenir, c'est que c'est inédit. Donc en fait, on n'est pas en train de jauger de la difficulté de la tâche. On n'est pas en train de se demander est-ce que l'adversaire est fort, est-ce que machin. On est vraiment en train de regarder si c'est une situation
à laquelle le personnage n'est certainement pas habitué, quoi. Si oui, cette épreuve est inédite pour le personnage, il a -1. Parce que oui, pour chacune de ces 3 questions, cette fois-ci, si on répond par la positive, on fait -1. Donc, première question, la scène est-elle inédite? Enfin, l'épreuve. Ensuite, l'épreuve challenge-t-elle les enjeux du personnage? Donc c'est là qu'on entre un petit peu plus dans ce que je disais en préambule sur mes intentions. En fait, en fonction des tropes que vous voulez jouer pour votre personnage, vous allez écrire des enjeux personnels. Par exemple, j'aimerais protéger ma famille, mais j'ai peur de devenir le monstre que j'essaie de combattre. C'est une manière d'écrire un enjeu. On a vraiment un trope, vous voyez. Je sais pas, par exemple, si on prend Geralt de Rive, c'est quel est le moindre mal dans cette situation? Ça peut provoquer un doute chez mon personnage et donc lui donner -1 dans les situations où cette question se pose dans la fiction. Est-ce que je vais réussir à protéger mes amis? Est-ce que je vais vaincre ma peur de X? Donc je pense qu'il y a plein d'approches différentes. C'est pour ça que j'ai appelé ça enjeu du personnage, pour que ce soit un peu très large, mais c'est des questions que l'histoire qu'on est en train de raconter pose au personnage, en fait. Des questions dont on a envie de trouver les réponses durant le récit. Et donc, encore une fois, c'est le joueur qui va l'écrire sur sa fiche de personnage. Et dès lors qu'il va être dans une situation où on va estimer que la question se pose, enfin, qui fait écho à cette question, il va avoir un -1. Donc ça montre que si je suis en train de combattre des bandits à la petite semaine sur une route, j'aurai pas -1 dans cette question-là. Par contre, si je combats exactement les mêmes bandits, mais pour protéger ma fille, donc que je combats des bandits qui ont exactement la même force, entre guillemets, intrinsèquement, c'est les mêmes mecs, sauf que c'est des gens desquels j'ai envie de me venger, quelque chose comme ça, je vais avoir -1. Parce que, tout simplement, cette scène est plus dramatique, donc on va augmenter les chances que ça tourne mal, parce que c'est un moment de drame pour le personnage, vous voyez. Et ensuite, il y a la dernière question qui est, y a-t-il un état négatif pour le personnage? Donc les états, c'est pareil, c'est quelque chose qui va être sur la fiche de personnage, et c'est, je sais pas, je suis blessé, je suis terrifié, je suis fatigué, je suis surchargé, etc. Donc c'est des trucs que le MJ va pouvoir imposer au personnage, et si effectivement il y a un état négatif pertinent là dans la scène qui devrait me handicaper, j'ai -1. Vous aurez compris, on peut avoir jusqu'à +3, jusqu'à -1. Si on a répondu par la positive à toutes ces questions, on jette à +0, max +3, minimum -3. Donc à +3, c'est quasiment 100% sûr que vous allez réussir votre jet de dés avec un système comme 2d6 plus bullshit. 2d6 plus deeds. Et à -3, c'est quasiment sûr que vous allez ne pas réussir. C'est la limite. C'est la grande limite. Et donc ensuite, on jette les dés, comme dans 2d6 plus bullshit, sur un 10+. Donc je jette 2d6 plus mon bonus-malus. Sur un 10+, réussite complète. Sur un 7-9, réussite avec représailles ou réussite avec complication. J'ai fait une petite nuance ici que je vais vous expliquer juste après. Et sur un 6-, représailles ou complication en fonction. Voilà. Et la dernière étape, on y reviendra après, la dernière étape. Donc du coup, c'est quoi un peu la philosophie derrière tout ça? Comment j'ai choisi les questions, etc., etc. Les 3 premières questions, comme je vous disais, c'est plutôt des questions que c'est le joueur qui va devoir se poser. La position avantageuse, c'est souvent lui, moi personnellement, à qui je laisserai le dernier mot. Je vais lui décrire la situation. T'es face à face avec un bandit, est-ce que tu considères que tu as une position avantageuse, désavantageuse? A priori, non, je pense que ça va être assez facile de trancher. Le bandit est au-dessus de toi avec son poignard et il appuie son bras sur ta glotte comme ça, et il essaie de te frapper. T'essayes de te défendre, là t'es sûrement dans une position désavantageuse, mais c'est le PJ qui a le dernier mot. Et ça permet de définir d'une certaine manière son personnage. Donc en fait, ici, il y a une petite part de l'arbitrage qui, entre guillemets, lui est déléguée d'une certaine manière. Évidemment, s'il en abuse, c'est comme moi, si j'en abuse en tant que MJ, il va y avoir, à un moment donné, une discussion entre les sessions. Si le PJ, alors qu'il est en train de se battre contre un dragon, qu'il est unijambiste, et que il a un bandeau sur les yeux, il me dit qu'il n'est pas désavantagé, vous voyez, il y a débat. Mais dans l'idée, voilà, cette question-là, c'est plutôt une que je laisserai au PJ en général. Ensuite, les capacités pertinentes, clairement, c'est un peu la question à laquelle il est le plus facile de répondre. Il suffit de penser au concept de votre personnage. Est-ce que je suis un guerrier? Oui, donc pour me battre, j'ai +1. Est-ce que je suis un barde? Oui, j'ai +1 pour faire des spectacles. Est-ce que je suis potier? Oui, donc très certainement que je vais faire de la poterie. Vous voyez, c'est vraiment le concept principal du personnage. On n'entre pas dans le détail de ses compétences. Et d'ailleurs, dès lors que le PJ veut faire appel à une compétence très très spécifique de son personnage, etc., qui sort un peu de nulle part, qui essaye de se justifier un peu et tout, en général, l'arbitrage voudrait plutôt aller dans le sens du non, ça marche pas, c'est pas assez dans les capacités de ton personnage, c'est pas vraiment un truc qu'il maîtrise. Il vaudrait mieux faire appel à un précédent. Parce qu'un précédent, du coup, ça pourrait être très bien si mon personnage, son concept, c'est je suis un grand guerrier très très fort. Un précédent, ça pourrait te dire j'ai travaillé pendant 5 ans en tant que potier dans une guilde. Voilà. C'est une expérience passée qui, si elle est pertinente, pourrait s'appliquer. Et donc, ces 3 questions, elles permettent de ne pas se chevaucher, vous voyez, de ne pas accumuler les bonus. Parce qu'on a un +1 par question.
encore une fois, c'est pas cumulable. C'est-à-dire que si mon personnage, je décris qu'il est très musclé, que c'est un guerrier, et qu'en plus, il est hyper fort, vous voyez, des traits un peu bateaux qu'on risquait d'avoir un peu dans 2D6 bullshit quand le joueur savait pas trop quoi mettre comme trait et qui risquait un peu de se cumuler un peu pour rien. Là, non, vraiment, tout ça, ça rentrerait dans les capacités, dans le concept de mon personnage et ça me donnerait maximum +1. Il faudrait vraiment que j'ai fait des choses. Encore une fois, une des intentions, c'est que le PJ soit défini par ses actes. Il faudrait vraiment que je puisse acter d'expériences précédentes, soit que j'ai écrit dans mon background, soit que j'ai vécu pendant la partie, pour avoir un +1 supplémentaire grâce à la question sur les précédents. Vous voyez ? Un autre truc qu'il faut noter, c'est que le fait que l'épreuve soit inédite, c'est assez intéressant parce que ça fait que moi, je pondère pas tellement la difficulté en tant que MJ. Si je veux vraiment challenger mes joueurs et les mettre dans des positions difficiles, leur donner des -1, entre guillemets, il va falloir soit qu'ils aient accumulé par malchance dans des événements précédents des états, que je fasse une épreuve inédite. Donc ça me force, entre guillemets, d'une certaine manière, et je pense que ça va inciter un jeu qui va aller vraiment en cloche, en escalade en termes d'enjeux et d'action. Il va falloir que je leur propose des nouvelles situations vraiment inédites si je veux qu'elles soient plus difficiles pour eux, entre guillemets. Je peux pas juste dire, voilà, ce mur-là, la dernière fois c'était difficulté 10, cette fois-ci c'est difficulté 20. Vous voyez, ça c'est pas possible. Il va vraiment falloir, si par exemple le mec a déjà escaladé un mur de 6 mètres de haut avec peu de prise pour échapper à la garde dans une session passée, si je veux lui poser un challenge avec un autre mur une prochaine fois, vous voyez, il va falloir qu'il escalade un truc beaucoup plus gros parce que cette situation n'est plus inédite. On l'a déjà joué par le passé. Ensuite, un autre moyen pour moi de donner des malus aux joueurs, en tout cas de faire monter la tension et de provoquer potentiellement plus d'échecs qui vont compliquer la situation, c'est de confronter le joueur aux enjeux qu'il a déterminés pour son personnage. Donc d'une certaine manière, quand le joueur écrit les enjeux de son personnage, ça m'envoie un signal à moi en tant que MJ que c'est ça qu'il a envie de jouer et c'est là qu'il a envie d'avoir des difficultés pour son personnage. Il choisit un petit peu des tropes avec lesquels, des démons avec lesquels il a envie de se battre. Et moi, je vais lui faire jouer, vous voyez, ça m'invite à faire ça. Donc tout ça, je trouve que, voilà, je pense que ça va conduire le jeu dans une certaine direction, on va voir. Ce qui est aussi assez intéressant, vous voyez, avec l'histoire du précédent, c'est que ça vient, c'est comme une sorte de jurisprudence. Vous voyez, dans un film, si vous voyez un personnage dans une série, premier épisode, le personnage, première scène, il court sur les toits, il saute de toit en toit et tout, ça crée un précédent. Pour le spectateur, il se dit, ce personnage, normalement, il devrait pas trop se fail en courant sur les toits. C'est un truc qu'il sait faire. Ça s'imprime dans la tête du spectateur. Il se dit, ce mec sait faire du parcours. Et pour que le personnage se rate plus tard dans la série, il faut qu'il y ait un événement particulier. Par exemple, qu'il soit en train de courir sur les toits, mais que cette fois-ci, il y ait plein de monde à ses trousses et qu'il y ait des pluies de flèches autour de lui. Là, peut-être, il va peut-être rater. Mais si, encore une fois, oh, bah tiens, ça, il a réussi à le faire, on se dit, décidément, ce personnage est très très fort. Et dans l'épisode suivant, on s'attend à ce qu'il soit encore capable de faire la même chose. Sinon, on a une sorte de dissonance cognitive. Vous voyez, c'est bizarre. D'habitude, ce perso, il est parfaitement capable de faire ça. Et là, comme par souci de scénario, il se foire, vous voyez. Et donc, du coup, le précédent, c'est une règle qui va permettre, entre guillemets, de renforcer ça. À chaque fois que vous notez un précédent sur votre feuille, c'est une manière de dire, ça, mon personnage sait le faire, il l'a déjà fait, et du coup, il aura un bonus à chaque fois pour le refaire. Ça n'empêche pas qu'il échoue. Potentiellement, il va peut-être échouer, parce que, voilà, les dés sont ce qu'ils sont. Et dans ce cas-là, on trouvera une manière habile de décrire pourquoi cette fois-ci il a échoué, peut-être. On introduira un petit élément perturbateur, un truc où le joueur lui-même pourra expliquer pourquoi cette fois-ci il a raté et tout. Ça n'empêche pas l'échec, mais en tout cas, ça augmente les chances de réussir des trucs qu'on a déjà réussi, et ça évite le côté, vous voyez, premier épisode, je défonce les gardes, deuxième épisode, j'ai vraiment pas de chance au dé, je me fais défoncer par juste un garde. Parce que chaque +1 dans un système à 2d6 plus, comme 2d6 plus 10 bullshit, PBTA et tout, chaque +1 a quand même, augmente quand même beaucoup vos chances de réussite. Donc voilà un petit peu, j'espère que c'était pas trop long. J'espère que vous arrivez à suivre. Avant de passer... ouais, non, on va faire ça. Donc, je disais, sur un 7-9 ou un 6 mois, 7-9, c'est une réussite avec représailles ou complications, et un 6 mois, c'est représailles ou complications. Donc, c'est quoi la différence entre représailles et complications? Représailles, c'est que ça impacte le PNJ directement, que ce soit temporairement ou durablement, et ça va souvent se traduire par un état, ou la destruction du matériel du PJ, ou une pénalité vraiment sur le PJ continue, blessure, tous ces trucs-là. Ça, c'est vraiment les représailles, ça va impacter le PJ directement. Tandis que les complications, c'est plutôt les événements se compliquent. Par exemple, je rate un jet de discrétion, peut-être que j'alerte la garde, vous voyez. Tandis que on pourrait aussi dire, je rate un jet de discrétion et je me prends une flèche directement, poum, dans le thorax. Il y a un mec qui m'a repéré, il m'a tiré dessus, je l'ai pas vu venir.
La flèche, c'est une représaille. Les gardes qui sont alertés, c'est plus une complication. Donc en fait, vous comprenez que les représailles, ça a un effet un peu plus fort mécaniquement. Tandis que les complications, ça a plus un effet, on va dire, purement fictionnel qui peut être mitigé. Ça complique la situation, ça fait monter d'un cran la tension, mais ça impacte pas mon personnage. Pourquoi il y a une distinction ? Parce que en fait, la dernière étape du jet de dés, c'est les points de destin. Et en fait, les personnages ont des points de destin et ils peuvent les dépenser. Un PJ peut dépenser un point de destin pour éviter une représaille. Mais il peut pas le faire pour une complication. C'est-à-dire que si vous ratez un de vos jet de dés et que vous faites repérer par les gardes, vous pouvez pas me dire non, je me fais pas repérer par les gardes, monsieur le MJ. Parce que quand on fait ça, des fois, ça bloque un peu la fiction. Et personnellement, j'aime pas trop en fait. Personnellement, je suis pas hyper fan. Je préfère tendre des perches. Donner de temps en temps l'autorisation, c'est ce que j'expliquais dans une vidéo sur la narration partagée, poser des questions aux joueurs sur l'univers, leur tendre des perches, etc., plutôt que eux aient vraiment activement un point pour dire TG, c'est ça dans l'univers. Moi, je suis plus dans un truc où j'essaie quand même de dépeindre un univers sur lequel j'ai plus de contrôle en tant que MJ. Par contre, les représailles, il peut y avoir ce côté, comme on le disait plus tôt, où voilà, le MJ explicite la dangerosité, et si je te dis que ce combat contre le bandit, c'est une histoire de vie ou de mort, c'est quand même bien qu'il y ait une mécanique pour te protéger, tu vois. Parce que sinon, ça peut justement devenir très très dirigiste en l'occurrence. C'est-à-dire que, comme moi, j'essaye de faire monter la tension en disant ok, ce combat, on va le faire en 1 jet de dés, mais il sera hyper tendu. Je suis quand même en train de te dire que ton personnage, il meurt sur un pile ou face. Donc forcément, ça va très certainement motiver le PJ à essayer de trouver une autre manière d'approcher la scène. Mais du coup, ça peut, comment dire, un pouvoir implique de grandes responsabilités, vous voyez. Et en fait, le point de destin, ça permet aussi au PJ de se dire, ok, je veux quand même affronter ce bandit. Et en fait, l'enjeu, c'est plus tellement de savoir si je vais mourir ou pas, c'est de savoir si je vais perdre un point de destin ou pas. Parce que je vais pouvoir claquer le point de destin pour éviter la représaille. Donc, et aussi, c'est une manière tout simplement de protéger le personnage, quoi. C'est toujours les complications, voilà, ça crée du récit et tout, c'est super cool. Mais parfois, genre vraiment, que le personnage meurt ou qu'il ait un handicap pour tout le reste de la partie et tout, ça peut être un peu chiant si on n'a pas, entre guillemets, quelques sauvegardes par rapport à ça en tant que joueur. Donc voilà pour les points de destin. Donc tout ça, ça peut sembler long et complexe. Franchement, je pense que ça va être ultra fluide. J'ai déjà joué à ce genre de jeu, ça va très très vite. Par exemple, les 6 questions, vous voyez, comme ça, on peut se dire, attends, ça veut dire qu'à chaque GD, on va se poser, s'arrêter un moment et se dire, attends, est-ce que je suis en position avantageuse? Est-ce que j'ai nanana? Non, en général, vous allez le faire en 2 secondes. C'est facile de savoir, en fonction de ce qu'on vient de raconter, si on est dans une position avantageuse ou désavantageuse. On sait généralement ce que notre personnage est capable de faire. On se souvient assez facilement des précédents qu'on a écrits sur sa feuille ou des coups d'éclat que le personnage a eu par le passé. Et on se dit, ouais, j'ai déjà défoncé des brigands, c'est pas le ratier du coin qui va m'arrêter, tu vois. Je pense que ça va être assez fluide, on va voir dans la pratique. Donc voilà, c'est beaucoup plus long à expliquer qu'à exécuter, je pense. Et puis il faut se rappeler aussi que 2d6 plus bullshit, tout comme 2d6 plus did, là, dans l'idée, c'est des jeux où on va pas acheter beaucoup les dés. C'est-à-dire qu'un combat vraiment tendax, où on a envie de mettre l'accent dessus, que ça dure peut-être 10-15 minutes de description de parade, de je te fais un discours, je te parle en me battant, tension, on se regarde dans les yeux, cowboy, bidule, ça va peut-être être 3 jets de dés, tandis que vraiment le combat un peu rapide où je dérouille un mec, c'est 1 jet de dés. Et c'est un peu pareil pour toutes les épreuves. Une course-poursuite qu'on veut faire un petit peu durer, ça va être 2-3 jets de dés, max en général. Est-ce que j'arrive à fuir les gardes là, alors qu'on est dans une scène secondaire? Hop, 1 jet de dés, et fondu au noir, on se retrouve dans la scène suivante. Vous voyez le délire. Pour ce qui est de la progression de personnage, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. Donc chaque PJ, à la fin de chaque session, va noter un précédent. Donc un précédent, comme on le disait, c'est une phrase. Ici, il y a des exemples. C'est des phrases sur des expériences que j'ai déjà eues. Par exemple, j'ai vaincu 3 bandits au corps à corps. J'ai réussi à détourner l'attention de gens grâce à ma musique. J'ai bondi au-dessus d'une crevasse béante. J'ai convaincu Willa de m'amener au château. Vous voyez, lors d'un jet de dés, si je réinteragis avec Willa, peut-être que ça pourrait être invoqué, vous voyez. Si je suis en train de sauter par-dessus d'un bateau à un autre en pleine mer, alors que les 2 bateaux sont en train de s'écarter, peut-être que j'ai bondi au-dessus d'une crevasse béante dans le scénario précédent, ça va me donner un +1, vous voyez. Encore une fois, c'est pas cumulable. Donc, vous n'allez pas vous retrouver, par exemple, après 4 sessions où à chaque fois, il y a eu, je sais pas, une scène de pilotage de voiture avec +4. Vous voyez? Donc pour l'instant, je ne l'ai pas hyper formalisé. Je pense que le point faible de cette règle sur le précédent, ça peut être déjà de ne pas avoir de guideline pour bien rédiger le précédent. Mais ça, je pense que ça devra vraiment se tester en jeu. Vous voyez, c'est un peu comme les traits. C'est avec l'expérience au fur et à mesure qu'on arrive à trouver la bonne manière de rédiger les traits pour en avoir le plus d'utilité. Pour être tout à fait honnête, moi, je ne rajouterai pas 50 000 guidelines parce que moi, je le ferai entre les sessions. Je m'autoriserai très largement de réécrire
un précédent, réécrire un truc entre les sessions. Si un joueur qui est un peu frustré par un de ses précédents, il a l'impression que ça sert à rien et tout. Moi, ça me dérange absolument pas de dire, bah t'inquiète, on va essayer de revoir un peu la mécanique à deux et tout. Mais peut-être que si voilà, je suis vraiment confronté à des problèmes, pour vous plus que pour moi, je le formaliserai un peu plus. Je mettrai genre par exemple une sorte d'add-on dans le PDF avec plus d'explications. Mais donc voilà, l'idée c'est qu'après chaque séance, on note un précédent. Ça aussi, pareil, est-ce qu'il faut vraiment le faire à chaque séance? À vous de voir. Autre truc, parfois il peut être peut-être plus malin lorsqu'on a, par exemple, vous voyez là, le précédent, j'ai vaincu 3 bandits au corps à corps. Il n'est pas forcément ouf, étant donné qu'admettons, partie suivante, vous vous battez dans l'arène seul contre 3 lions plus 5 mecs en armes, vous n'allez pas avoir non seulement le précédent, j'ai battu 3 bandits au corps à corps, plus le précédent, j'ai battu 3 gladiateurs, plus un lion, plus... Non, vous allez peut-être reformuler un précédent, justement, le reformuler pour montrer que, encore une fois, que vous êtes monté encore plus en niveau en termes de puissance. Vous voyez, vous avez démontré que votre personnage était encore plus fort. Vous pourriez, plutôt que d'accumuler plein de précédents différents, monter un peu en échelle un de vos précédents s'il ressemble à un autre. Bref. Donc ça, c'est la première étape que vous faites entre chaque session pour la progression. Deuxième étape, le MJ fait vite fait le point avec vous sur vos précédents et surtout avec vos états négatifs. Ça, c'est juste un rappel parce que des fois, on oublie des états négatifs. Vous voyez, genre, est-ce que je suis toujours blessé alors qu'on a fait une ellipse, etc. Donc, oups. Dans l'absolu, voilà, c'est plus une sorte de rappel qu'une mécanique en soi, ça. Ensuite, les points d'expérience. Vous allez répondre à plusieurs questions. C'est le PJ, en l'occurrence, qui répond à ces questions. Donc, mon personnage a-t-il été confronté à ses enjeux personnels? Si oui, il gagne un point d'expérience. Ai-je fait briller mes compétences? Si oui, je gagne un point d'expérience. Ai-je joué une scène humaine avec un autre personnage? Si oui, je gagne un point d'expérience. Et ai-je subi de lourdes représailles? Je gagne un point d'expérience. Là, il y a deux questions qui peuvent être un peu difficiles à interpréter. C'est ai-je subi de lourdes représailles et ai-je joué une scène humaine avec un autre personnage? Enfin non, en fait. Quoique la première aussi. Donc c'est parti. La première, c'est mon personnage a-t-il été confronté à ses enjeux personnels? Donc ça, en fait, c'est une invitation pour le joueur à aller au-devant de ses enjeux personnels qui sont écrits sur sa feuille pour gagner de l'XP. En sachant que quand il fait ça, il vous tend une perche pour lui mettre un -1. Qu'en fait, vous voyez comment la mécanique commence à fonctionner. Je play Toulouse, je me mets dans les situations qui font du mal à mon personnage, ses enjeux, c'est vraiment ces trucs, les démons avec lesquels il doit se battre. Ça rend mes jets de dés plus difficiles, certes, je m'expose à des scènes dramatiques et à des gifles. Par contre, à la fin de la séance, je vais gagner un point d'XP. Ai-je joué une scène humaine avec un autre personnage? Là, il faut vraiment... scène humaine, bon, il y a sûrement un meilleur moyen de le rédiger, mais une scène humaine, c'est vraiment, en gros, les PJ, c'est une manière de motiver les PJ à faire vraiment des scènes de conversation entre leurs personnages. Et pas seulement des scènes de conversation de type tactique, ou bien « bien joué mec », ou bien « attention derrière toi », vous voyez, c'est vraiment des scènes un peu consacrées. C'est une invitation pour les joueurs à faire des scènes un peu de feu de camp. Une invitation pour les joueurs à faire une petite scène d'auberge. Et ils peuvent se mettre tous dans la scène. Ça veut pas dire que chacun d'entre eux, à chaque séance, pour gratter son petit point d'XP, va devoir provoquer une scène avec un mec, aller lui parler dans les chiottes et lui dire « Tu penses quoi de la soirée en fait ?» Non, on n'en est pas là, vous voyez. Tous les joueurs peuvent faire décrire à un moment donné une scène de lien qui renforce leur personnage, qui montre un peu leurs émotions, leur quotidien, des trucs un peu internes à leur personnage, tous ensemble dans la même scène, et hop, ils vont tous prendre leur point d'XP, vous voyez. Ai-je subi de lourdes représailles? La petite subtilité ici, c'est qu'il faut vraiment subi les représailles. Les représailles, on rappelle, c'est un terme technique du jeu. C'est-à-dire que il faut à un moment donné que j'ai subi, je sais pas, une blessure grave, un truc comme ça, pour gagner un point d'XP. Ça, c'est une invitation à ne pas forcément toujours dépenser son point de destin, tout simplement. Et à accepter de prendre des coups, entre guillemets. Donc on va voir comment tout ça va s'équilibrer en jeu. Tout ça, ça donne des points d'XP. Et ces points d'XP, comment est-ce qu'on les dépense? Eh ben, on va le voir dans la dernière étape de la création de personnage. On va tout de suite y aller, du coup. 5 points d'XP, ça permet de récupérer un point de destin, en sachant que les points de destin se rechargent pas. Donc c'est-à-dire que peut-être que je commence la partie avec 2 points de destin, j'ai dépensé les 2, j'en ai plus. Et ben avec l'XP que j'ai accumulé, je vais aller en rechercher. Ou alors, l'XP, on peut en dépenser 10 points pour obtenir une capacité spéciale. Je reviendrai sur la capacité spéciale en vous montrant la feuille de personnage dans la dernière partie de cette vidéo. Donc, création de personnage, je définis mon concept. Donc, mon concept, c'est vraiment je suis un guerrier super fort, entraîné par un maître, voilà, j'en sais rien. C'est vraiment, je définis mon personnage, peu importe jusqu'où on va dans les détails, etc. Dans tous les cas, ce concept, c'est vraiment le référentiel pour répondre à la question est-ce que j'ai des capacités pertinentes? Vous voyez, ça c'est vraiment
Le référentiel pour les capacités pertinentes, ça va être le concept. Donc il peut être amené à évoluer au fur et à mesure de la campagne, on peut le reformuler et tout. Et il peut donner donc +1. Il y a un petit aide pour essayer d'écrire un concept en une ligne si vous avez des difficultés, si vous n'arrivez pas à voir par quel bout prendre ce truc. Deuxième étape, je définis mon premier enjeu personnel. Donc les enjeux personnels, on en a parlé. Pareil, il y a un petit bousin pour vous aider à le faire. Et on peut le faire évoluer à notre convenance, le reformuler, etc. Parce que le but de l'enjeu, on rappelle, c'est de jouer des trucs qui nous intéressent sur notre personnage et de le challenger. En soi, peu importe comment il est formulé. Si vous prenez un enjeu tout pourri que juste parce que vous n'avez pas envie d'avoir le -1 lors des jets de dés, bah vous gagnerez pas l'XP qui est lié au fait de faire face à votre enjeu. Donc voilà, on peut commencer à jouer méta comme ça, mais je vois pas trop l'intérêt. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez changer votre enjeu en fonction de ce que vous voulez que le MJ vous foute dans la tronche. Concrètement. Ensuite, vos précédents. Donc là, vous pouvez noter 3 précédents tout de suite. Au début de la partie, vous avez 3 précédents. Ou les garder pour plus tard. C'est-à-dire que vous pouvez décider de les faire émerger durant des souvenirs, par exemple. Première scène de feu de camp de la partie, il y a un de vos précédents, vous ne l'avez pas encore défini. Vous dites que vous commencez à raconter la fois où vous avez réussi à échapper à des esclavagistes. Et ben hop, j'ai déjà réussi à m'échapper d'un campement bien gardé d'esclavagistes. Ça devient un de vos précédents et vous l'écrivez à ce moment-là. Sachant que le maître de jeu, encore une fois, c'est un jeu d'arbitrage, il a toujours un peu le dernier mot dans ces cas-là pour dire si c'est possible ou pas. Pour pas qu'on ait la mauvaise surprise en pleine partie, qu'il y a un mec en plein combat, il dit « Là, je repars dans mes souvenirs, j'ai une sorte de flashback et je me revois en train de battre le dragon, être le roi de Sumérie, et en plus, je sais pas moi, avoir appris à lancer des boules de feu, vous voyez. » Je dis des trucs au pif. Il faut que ça reste dans le canon esthétique, il faut pas que ce soit abusé, donc il y a une petite pondération. Et enfin, pour terminer la création de votre personnage, vous dépensez 20 XP, donc vous avez les mêmes options que par la suite, c'est-à-dire acheter un point de destin pour votre personnage en sachant que vous commencez à 0 du coup. Donc si vous voulez avoir des points de destin, avec un nouveau personnage, vous dépensez vos 20 points, vous avez 4 points de destin par exemple. En général, je pense que la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre 10 XP pour prendre une capacité spéciale et dépenser 10 XP pour avoir 2 points de destin. Je pense que c'est une bonne manière de faire son personnage assez rapidement. Mais vous avez une autre option à la création de personnage qui est plus disponible après, c'est de dépenser 5 XP pour obtenir des précédents supplémentaires, par exemple pour créer un personnage vétéran qui a vécu plusieurs expériences auxquelles il va pouvoir faire appel pour avoir des bonus. Ouh, la bouche un peu pâteuse à force de parler à toute vitesse. Après, je sais pas si ça vous paraît à toute vitesse, moi quand je me réécoute, j'ai toujours l'impression de parler ultra lentement. Maintenant, je vous montre vite fait la feuille de personnage, et on terminera là-dessus. La feuille de personnage, c'est très simple. Vous écrivez votre nom, vous écrivez votre concept, il y a bien de la place pour pouvoir quand même bien le définir en fonction de si vous êtes plus ou moins inspiré ou pas. Voilà, c'est vraiment votre personnage. Je suis un rôdeur qui manie l'arc et qui protège les frontières du royaume, et je connais parfaitement la nature et j'y ai survécu, etc. Boum, ça c'est votre concept. Les enjeux personnels, pareil, il y a un peu de place, vous pouvez même en mettre plusieurs. Et je pense même qu'à terme, il va rapidement y avoir une règle du style, si j'ai 1, 2, 3 enjeux personnels, je peux gagner 3 points d'XP par séance, parce qu'en fait, je tends des perches un peu plus variées au MJ, mais bon, à voir. Ça, j'hésite encore, parce qu'avoir trop d'enjeux personnels, ça risque de les diluer, en fait, et faire qu'on risque de perdre l'effet escompté qui est de vraiment jouer les enjeux des personnages comme dans une histoire, quoi. Ensuite, on a une place pour écrire les états. Ensuite, on a une place pour écrire les précédents, les possessions, ici nos points de destin, et là, des points d'XP. Et les capacités spéciales, du coup, c'est le dernier truc. En fait, les capacités spéciales, c'est juste, vous allez y mettre des trucs que vous savez faire et que personne d'autre ne sait faire dans l'univers. C'est-à-dire que si de base, vous avez dit dans votre concept que vous êtes un magicien, d'accord ? Ça veut pas dire que vous pouvez lancer des sorts. Parce qu'en fait, enfin, tout dépend de votre univers. Si dans votre univers, tout le monde peut lancer des sorts, du coup, vous pouvez lancer des sorts comme tout le monde. Mais si dans cet univers, voilà, les gens ne savent pas lancer de sorts, il va falloir avoir une capacité spéciale, du genre, par exemple, je manipule le feu, ou je suis capable de créer des illusions, quelque chose comme ça, qui va vous permettre, sans avoir nécessairement un impact mécanique direct, de pouvoir faire des choses dans la fiction qui seraient impossibles pour d'autres. Mais ça peut avoir un impact mécanique néanmoins. Puisque, par exemple, comme on le disait plus tôt, il y a un truc qui permet d'avoir un +1, c'est quand même avantage-désavantage. Et donc les capacités spéciales, ça permet quand même, dans bien des situations, si on est un peu créatif, de prendre l'avantage. Par exemple, si je suis capable de me métamorphoser, et que j'essaie de m'infiltrer, et que je peux me transformer en souris, très certainement que je vais avoir un avantage que n'aurait pas eu une même personne en essayant de s'infiltrer. Donc les capacités spéciales peuvent avoir un effet mécanique lorsqu'on répond aux questions avant de lancer les dés, mais c'est pas un bonus direct, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, voilà, avoir des capacités spéciales, ça coûte 10 XP par nouvelle capacité spéciale. J'ai fait le tour du truc.
J'espère que vous trouvez ça intéressant. Peut-être que vous pourrez essayer de votre côté et me dire ce que vous en pensez. Je pense pas, vous voyez, le but c'est pas de publier le jeu, etc. Donc, je pense pas m'amuser à changer la forme, prendre tous les feedbacks et tout. Néanmoins, ça m'intéresse. Ce que j'essaie de dire en gros, c'est que je pense pas changer le PDF au moindre retour qu'on va me faire. Par contre, je serais très intéressé de voir les difficultés que vous voyez, parce que ça me permettra moi de les anticiper pour mes parties à moi. C'est très égoïste tout ça. Et évidemment, je vous ferai un retour et tout après avoir testé. Peut-être que je viendrai avec des nouveautés, des vidéos réflexions comme j'ai pu avoir sur 2D6 plus Bullshit. J'ai pas encore testé, ça va venir, je vais l'utiliser dans ma campagne de Fantasy World où je commence déjà à avoir un peu de mal avec les règles. Les PBTA, vraiment, les moves, c'est un truc... ça m'embête, je sais pas comment expliquer. Même si j'ai récupéré plein de trucs cool sur Fantasy World, d'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez aller voir dans la description, j'ai récupéré plein de trucs, et d'ailleurs c'est la plupart des trucs dont je parle dans la vidéo, c'est les trucs qui m'avaient sauté aux yeux comme étant des trucs que je trouvais cool à la lecture. Il y a plein de bonnes idées, je vous invite quand même à aller voir. Voilà, moi le PBTA, je réessaye régulièrement, mais on s'aime pas trop dans la pratique. On aime bien j'aime bien les idées que me filent les playbooks, me filent les jeux, mais une fois la mécanique en jeu, aïe aïe aïe. Mais bon, voilà, chacun son truc. Quoi qu'il en soit, moi je vais essayer de tester les règles que je vous ai présentées aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et tout. N'hésitez pas à venir sur le Discord pour en parler. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à venir sur Tipeee pour soutenir tout le travail qui est fait sur la chaîne, etc. Je vous remercie de m'avoir écouté, de votre soutien, de votre attention. Et je vous dis très bonne partie et à très bientôt sur le bon MJ. Au revoir.